Alors bonjour Baptiste Gatouya, vice-président des jeunes agriculteurs en France. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'LVA TV. Nous avions déjà reçu ici Jean-Marie Serroni, agroéconomiste français que vous connaissez, Oui. je pense. Et nous avions fait il y a quelques mois un Skype avec Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, le principal syndicat français. Alors nous sommes heureux d'avoir un autre Français à notre table aujourd'hui. Vous étiez l'invité international en fait du congrès de l'UPA hier. Oui, c'est ça. On vous a vu, on a écouté votre conférence, vous avez parlé de l'agriculture française. On va y revenir tout à l'heure, mais on aimerait dans un premier temps que vous nous expliquiez exactement c'est quoi Jeune Agriculteur en France. Est-ce que c'est une filiale de la FNSEA? Alors, Jeune Agriculteur, c'est pas une filiale de la FNSEA. Donc, Jeune Agriculteur, c'est le seul syndicat jeune en France. Donc, où on est considéré jeune agriculteur pour le syndicat jusqu'à l'âge de 35 ans pour les fonctions électives, dont je fais partie. Donc là, mon mandat se termine en juin 2020 et j'aurai atteint l'âge limite que j'ai déjà. Mais voilà, je vais pouvoir tranquillement finir mon mandat jusqu'en juin 2020. Voilà, avoir une nouvelle équipe qui va se mettre en place. Donc voilà, on est un syndicat à part depuis 1957. Donc voilà, on a eu différentes étapes. On s'appelait le Centre national des jeunes agriculteurs et puis depuis 2001, le syndicat des jeunes agriculteurs qui défend les intérêts des jeunes. C'est ça, puis après, en fait, une fois qu'on a dépassé l'âge de 35 ans, donc on n'a plus de charges électives, on peut quand même participer à la vie du syndicat? Alors oui, on peut continuer à participer à la vie du syndicat, sur les rassemblements sur le terrain. Voilà, on peut continuer aussi à se tenir un petit peu informé. Et puis voilà, après d'autres, euh, d'autres voies s'ouvrent aux agriculteurs, soit ils rentrent sur leur exploitation, monter d'autres projets, soit vont dans les coopératives, dans les banques ou dans d'autres syndicats. Ben écoutez, on va revenir tout à l'heure sur le thème du syndicat, mais dans un premier temps, dans votre conférence que vous avez fait hier à l'UPA, il y a deux thèmes, moi j'ai trouvé importants que vous avez soulevés. Vous avez parlé de l'agribashing, qui était très présent en France actuellement. Vous avez parlé de la problématique des pesticides aussi, qui est un peu liée à l'agribashing que vous vivez. Ouais. Puis vous avez eu un discours d'émotion vers la fin où vous nous avez parlé des problématiques des suicides en France, où on parle d'un suicide tous les 2 jours sur les fermes en France. Concernant l'agribashing, est-ce que c'est vraiment le dossier pesticides qui a créé ce clash entre le rural et l'urbain? Bah, il y a à la fois le dossier pesticides, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui tourne autour du bien-être animal, aussi les conditions d'élevage, les conditions d'abattage. Enfin, déjà les conditions d'abattage, puis les conditions d'élevage par ricochet derrière. Et puis aussi tout cet aspect de respect de l'environnement et des pratiques agricoles envers l'environnement et l'impact que les pratiques agricoles ont sur l'environnement. Ça vient un petit peu de ça, cristallisé vraiment au démarrage oui, par les ONG environnementales qui ont fait de leur cheval de bataille la disparition des pesticides. Mais est-ce qu'on est sur un point de non-retour entre rural et urbain? Non, on n'est pas sur un point de non-retour parce que, on va dire, les extrémistes, vraiment, que ce soit sur le bien-être animal, les pesticides, ça représente encore qu'une minorité. Et les gens ont besoin de se reconnecter un petit peu à l'agriculture française, nos consommateurs, nos concitoyens français, qu'ils soient du milieu rural ou urbain, qui ont une mauvaise connaissance ou qui ont perdu ce lien avec l'agriculture qu'on avait, ont besoin de se faire expliquer le métier et nos pratiques et pourquoi on utilise des pesticides, voilà, de quelle façon ils les utilisent. Et donc ça, c'est un travail peut-être qu'on n'a pas assez anticipé nous dans la profession agricole. Plus d'explications, Voilà, plus d'explications, plus de compréhension, de pédagogie. Et on va essayer, enfin, là, on espère pouvoir pas forcément inverser la tendance, mais que les gens au moins comprennent notre métier. Puis sur le plan social, bon, on voit qu'en France, il y a souvent, d'ailleurs aujourd'hui, on est jeudi 5 décembre, donc j'imagine que vous êtes mieux ici que dans les rues de Paris. Ouais. Mais au-delà de ça, même si on dit que souvent en France ça va mal, en fait ça ne va pas toujours si mal que ça. Mais comment se fait-il qu'on est rendu à un suicide tous les 2 jours sur les exploitations agricoles? Donc ça veut dire que dans le milieu agricole, ça va vraiment mal. Ouais, il y a plusieurs facteurs hein, quand il y a un suicide d'agriculteur qui se fait. Il y a l'aspect économique de l'exploitation, le fait de ne pas gagner de l'argent, de ne pas se tirer de salaire sur son exploitation, de travailler tous les jours, de faire du mieux possible. Alors l'aspect économique est là. Et puis il y a aussi cet aspect moral. Voilà, quand tous les matins l'éleveur se lève, va à la traite, met le poste de radio dans la salle de traite et puis qu'il entend scandale de vidéos de L214 qui dénoncent les conditions d'élevage. L'éleveur qui a l'impression et qui fait bien son travail, qui aime ses bêtes, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il va à la traite, et ben, ça lui remet encore un petit peu une charge. Et donc, du coup, c'est avec des fois aussi peut-être aussi des problèmes familiaux. Enfin voilà, disons que
ces multifacteurs entraînent le Est-ce suicide qu'on des agriculteurs. transmet trop d'images négatives Ouais, il y a aussi ça, il y a trop d'images négatives, enfin voilà, il y a trop d'images négatives du métier d'agriculteur, des pratiques. Donc nous, on a aussi pris le pendant de faire de la communication positive. Oui, Voilà, d'ailleurs, avec Terre Innovante, je pense. voilà, C'est ça, avec Terre les vidéos Innovante, qu'on a vues hier. voilà, notre fonds de dotation, voilà, avec beaucoup de partenaires. Les campagnes de communication coûtent cher, voilà, et donc du coup on a besoin de financement qu'on n'a pas nous au syndicat. Et donc du coup nos partenaires nous aident justement à promouvoir cette image positive de l'agriculture, sur l'innovation, sur le métier d'agriculteur, les nouvelles technologies. Voilà, on n'a rien à envier en termes de nouvelles technologies qu'à d'autres métiers, mais il faut simplement se faire connaître et puis les agriculteurs y avoir accès. Puis au niveau des solutions que le gouvernement vous propose, bon là vous avez un nouveau ministre de l'Agriculture depuis un an, je pense, Didier Guillaume à peu près, donc à peu près comme le Québec, qui a son nouveau ministre de l'Agriculture depuis un an aussi. Une des solutions, c'est Egalim, c'est la fameuse loi d'équilibre, d'égalité en fait, pour que le producteur ait un bon prix versus le distributeur, tout en respectant le prix du consommateur. C'est à peu près ça, si je résume Egalim. Mais est-ce que Egalim, ça rencontre les objectifs que ça doit rencontrer? Est-ce que le producteur s'en sort réellement? Alors, dans un secteur en particulier, le lait, ça a un petit peu amélioré les conditions de rémunération, mais pas encore assez pour permettre vraiment à l'éleveur de se tirer un revenu décent de son exploitation. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur la loi. On ne peut pas l'acheter tout de suite, ça fait un an qu'elle a été votée, donc il faut aussi que... Mais il y a une volonté. Il y a une vraie volonté. Une vraie volonté. Peut-être pas dans tous les maillons de la chaîne de construction de la valeur. Les distributeurs, certains transformateurs ne jouent pas le jeu pour redescendre la valeur qui est créée aux producteurs. On a des distributeurs qui ont accepté de passer des hausses de prix, des transformateurs qui ne l'ont pas répercuté aux producteurs et inversement, des distributeurs qui ont plutôt demandé des baisses aux transformateurs. Et du coup, le transformateur a essayé de ne pas trop répercuter aux producteurs la baisse de prix demandée par la grande surface. Et donc ça, c'est assez important. Et nous, on a demandé au gouvernement, c'était le sens de nos mobilisations, de faire appliquer la loi et qu'on parte des coûts de production des producteurs pour établir le prix final au consommateur. Vous parlez du lait, c'est intéressant parce que la perception souvent des gens ici, quand on parle aux producteurs de lait au Québec, ils ont toujours l'image de, là vous dites le lait va mieux, mais en fait le lait, en France, on a toujours le sentiment depuis que la fin des quotas que c'est dramatique, que plus rien ne va. On parlait justement des quotas de lait qui avaient disparu en France et en fait, je vous parlais de la marque, la marque commerciale C'est qui le patron, qui est donc, comme vous disiez, un entrepreneur qui a décidé de rejoindre les intérêts des producteurs et les intérêts des consommateurs. Puis des fois, on se dit, est-ce que le privé ne va pas plus vite que le public des fois? Parce que le projet Egalim, c'est un peu ça, en fait, de vouloir rejoindre c'est sûr que c'est tout le monde. une initiative privée est plutôt facile à mettre en place parce que c'est souvent 2-3 personnes qui s'entendent. Dans Egalim, il a fallu mettre en face les producteurs, les transformateurs, les associations de consommateurs. Et puis la production, ce n'était pas par exemple que sur le lait. Là, c'était vraiment toute production, les céréales, les grandes cultures, l'aviculture, le maraîchage, l'arboriculture et aussi tous les maillons de transformation. Donc ça faisait vraiment beaucoup de monde. C'est pour ça que c'est toujours plus long par la loi que par l'initiative privée. Donc, mais les initiatives privées sont aussi là pour guider la loi et aussi peut-être pourquoi pas montrer des pistes d'amélioration pour telle ou telle filière, telle ou telle production, quelle démarche on peut suivre. Donc le privé est toujours bien aussi pour pouvoir aussi guider la loi. Il y a un sujet, j'aimerais ça que vous abordiez, c'est la terre, en fait la propriété de la terre. Je sais que vous êtes dans un syndicat de jeunes agriculteurs, donc vous êtes soucieux de la relève agricole. On entend souvent dire, puis vous l'avez dit hier en conférence à l'UPA, que les Chinois en France s'achètent beaucoup de vignobles, entre autres. Ici, il y a eu une sorte de rumeur pendant une période comme quoi les Chinois achetaient aussi, ce qui est impossible, puisqu'au Québec, il y a une loi, en fait, d'ailleurs qui date du ministre Garou, en fait, qui est une loi qui protège, il faut être propriétaire, il faut être résident canadien, en fait, pour pouvoir acheter. Donc on ne peut pas, en fait, comme Chinois extérieur au pays, acheter une terre, ça c'est certain. Mais vous avez dit, en fait, hier qu'il y avait un vrai souci pour l'achat de certaines terres en France. Puis nous, quand on a fait l'entrevue avec Christiane Lambert, qui est présidente de la FNSEA, elle avait quand même lancé l'idée que finalement, l'achat de la terre, c'est une chose, c'est bien mieux de mettre l'argent sur la production que sur la terre. C'est quoi votre lecture de ça? En fait, ce qui est vraiment important, c'est que dans l'achat de la terre, et puis voilà, d'avoir la production, c'est qu'on puisse quand même continuer aussi à installer des jeunes sur ces exploitations-là. Et dans les cas qu'on avait d'achat de Chinois, c'était pour acheter la terre, avoir la production eux, et puis en faire un petit peu ce qu'ils voulaient. Donc du coup, toute la valeur ajoutée qui était créée sur le territoire, elle partait chez les Chinois. On n'a pas vocation à tous devenir propriétaires des terres. Enfin, moi, j'aurais pas la vocation de pouvoir acheter l'ensemble des terres de mon exploitation. Et nous, ce que l'on prône, c'est plutôt des partages de foncier par des personnes qui laissent en place les agriculteurs
sur le territoire et qui permettent aussi de créer de valeur ajoutée. Parce on pourrait très bien aussi avoir des gros investisseurs qui achètent de la terre et faire des assolements très simples, sans création de valeur ajoutée. Mais ça, c'est pas ce que l'on veut. On veut pouvoir avoir des propriétaires à nos côtés et on travaille avec eux là-dessus pour que la terre, elle reste aussi dans les mains. Aussi, c'est un patrimoine culturel français. Il faut aussi qu'elle reste au maximum dans les mains des propriétaires français aussi, quoi. Vous avez un système, je pense qu'on a un coprésident de l'Institut Jean Garon, Guy de Bailleul, qui est originaire de la France, du secteur de Lille, qui a été professeur longtemps au Québec d'université, qui nous a parlé, lui, des baux français. En fait, il y a un système de bail en France qui fait qu'on peut louer à long terme, mais on a une garantie de la qualité de la terre et on revend son bail, qui quelquefois vaut plus cher que la terre. Ça existe, ça? Alors, en fait, on peut signer différents baux de 9, 18 ans, 25 ans. Et puis quand par exemple arrive la cessation d'activité, quand on part en retraite et que le bail n'est pas encore à son terme, on peut avec le propriétaire, on prévient le propriétaire, dire bah voilà, moi j'ai mon fils qui reprend, je souhaiterais lui céder le bail, et il peut lui céder le bail. Et après ce qui arrive, c'est qu'il y a tout le prix de rachat de l'exploitation derrière qui est hors du bail, où là voilà, c'est l'exploitation qui est évaluée. Et dans certains cas, et ça c'est pas un peu comme un fonds de commerce, mais c'est pas mis comme ça dans les textes et ça n'existe pas de façon très réglementaire, c'est qu'il y en a qui remettent de l'argent en plus de l'hectare pour dire bah voilà, si tu me les mets à moi, je te donne un peu plus, quoi. Donc ça c'est pas forcément très bon pour la valeur économique de l'exploitation, ça fait un peu surenchérir et un peu des dessous de table, des pas de porte comme on appelle chez nous. Et ça c'est vraiment quelque chose que nous on proscrit. Et voilà, il y a des règles, respectons les règles. Sur le thème du syndicat, bon, hier vous étiez dans l'antre en fait, de l'UPA, qui est le syndicat, le seul syndicat reconnu par la loi en fait, au Québec. En France, c'est différent. En France, vous le disiez, il y a FNSEA, qui est le syndicat principal en France, Jeunes agriculteurs. Il y a Coordination rurale, il y a Confédération paysanne. Comment ça se passe entre tous ces syndicats-là d'une part, sur certaines actions communes que vous devez mener, puis est-ce que des fois vous rêveriez pas d'avoir comme au Québec, dire on est tout seul? En fait, au jour le jour, quand on travaille, il y a des sujets sur lesquels on se retrouve avec l'ensemble des syndicats. Si on parle des sujets de prédation comme le loup, l'ours, ou il y a des gros dégâts dans les élevages en montagne. Et puis chaque syndicat a un peu ses sujets de prédilection. Alors, on peut le voir comme un avantage parfois parce que ça fait de la pluralité syndicale, c'est bien. Mais quand on va négocier auprès du ministre, ça fait aussi pas très cohérent et de parler d'une seule voix pour peser. En fait, ça a un gros désavantage, c'est que finalement… Est-ce qu'il y en a un qui parle plus fort que les autres? Ouais, je ne sais pas s'il y en a qui parlent plus fort que les autres. Il y en a qui sont plus représentatifs que les autres, qui représentent beaucoup plus d'agriculteurs. Donc forcément, si on est plus représentatif, la démocratie fait qu'on est un peu plus écouté. Et donc du coup, derrière, quand on veut négocier quelque chose, quand on peut parler d'une seule et même voix, c'est aussi une bonne chose. Alors nous, on travaille, voilà, la relation entre JA et FNSA est plutôt étroite parce qu'on a beaucoup de sujets sur lesquels on se retrouve, économique, tout ça. La seule particularité qu'on a, c'est que nous, on s'occupe vraiment de la partie jeune, que la FNSA du coup ne s'occupe pas. Donc voilà, ça, nous, c'est notre particularité. Et puis voilà, nous, on est là aussi pour échanger avec elle, pour lui faire évoluer aussi sur certaines positions. Et eux aussi, des fois, nous disent ah non, attendez, les jeunes, ne voyez pas que l'aspect jeune, pensez aussi aux autres. Il y a plus de proximité quand même entre FNSEA et Jeunes agriculteurs qu'avec le reste des syndicats. Ouais. Mais est-ce que si Confédération paysanne et Coordination rurale n'existaient pas, vous arriveriez à intégrer tous les producteurs qui se reconnaissent dans ces organisations-là, ou est-ce que vous créeriez des conflits au sein de FNSEA-JA en fait? On arriverait parce qu'en fait, notre volonté, c'est même si on a des différences syndicales avec les autres syndicats, et nous, chez les agriculteurs, c'est que finalement, on défend tous les agriculteurs. Alors après, voilà, il y a des différences entre syndicats, mais nous, on considère qu'on défend tous les agriculteurs et l'intérêt de tous les agriculteurs et tous les jeunes agriculteurs. Et du coup, voilà, il n'y aurait pas forcément de dissonance, parce que bon, à l'intérieur de notre syndicat, déjà nous, on n'est pas des fois tous d'accord entre nous, et heureusement qu'il n'y a pas une pensée unique et qu'il y a des débats, et c'est ce qui anime notre syndicat au jour le jour. Donc
Oui, il n'y aurait pas. vous avez d'ailleurs parlé dans votre conférence, ça, Ouais. ça a surpris la salle parce que je ne suis pas sûr que ça dure aussi longtemps ici. Vous avez parlé à un moment donné de débats qui avaient lieu chez JA, puis ça Mm. commençait l'après-midi, ça finissait à 2 heures du Ouais, matin. voilà, c'est important. C'est un vrai moment d'échange avec notre réseau et c'est là qu'on confronte nos idées. Mais une fois qu'on a confronté nos idées, on est tous derrière l'idée et on la pousse ensemble. Même ceux qui n'étaient pas d'accord à la base et à qui qu'on a peut-être su convaincre, qu'on a amendé la proposition, qu'on l'a vraiment travaillé ensemble. Et donc, du coup, permet vraiment de parler d'une seule voix, les 95 départements français, de métropole et d'outre-mer, les régions ensemble. Et quand on va voir nos députés, nos sénateurs, nos ministres, qu'ils soient dans n'importe quel coin de la France, c'est exactement la même ligne Le même discours. directrice. Et il y a un moment, ils se disent, ah bah peut-être qu'ils ont raison. Et ça, c'est une énorme force. Et c'est comme dans les relations commerciales, quand on est organisé et qu'on est nombreux face à la grande distribution, on est plus fort. Et là, c'est ce qui nous empêche un petit peu en ce moment en France, c'est qu'on n'est pas assez regroupé au niveau de l'offre, que ce soit de lait, de viande, pour pouvoir peser dans les négociations commerciales. Alors justement, vous parlez de relations commerciales, je pense qu'on va terminer sur ce thème-là. Relations commerciales, ça nous amène sur les traités internationaux. Et en fait, on regarde des deux côtés. On regarde les médias des deux côtés. En France, on n'est pas d'accord, on n'est pas content parce qu'on dit finalement le CETA, c'est pas bon pour les Français. Au Québec, on regarde ça, les producteurs du Québec, c'est pas bon pour les Québécois. Donc finalement, est-ce que c'est bon pour quelqu'un ou pas le CETA? Et ben, en fait, en venant ici, je me suis rendu compte qu'au final, on avait beaucoup de points communs, voire même quasi que des points communs avec le Québec. Le CETA, nous, notre volonté, c'était de sortir l'agriculture des accords de libre-échange, de pouvoir vraiment négocier la partie agricole que des agriculteurs entre eux et pas échanger des voitures contre des fromages. C'était vraiment ça notre ligne directrice. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir commercer, certes, voilà, le Québec a besoin d'exporter, nous on a aussi besoin d'exporter, mais que ça se fasse avec les mêmes règles, de façon très, très loyale, dans des règles de commerce classiques, et de pouvoir aussi privilégier chacun de notre côté les produits locaux et surtout la santé économique des exploitations qui y sont. Et on voit que d'un côté et de l'autre, ça déstabilise des pans de l'économie aussi. Oui, dans le lait notamment, surtout actuellement, les transformateurs laitiers sont très inquiets parce que l'entrée de fromage est assez massive là, depuis 2017, là, depuis 2 ans. Mais je dirais que l'entrée de fromage, si on regarde les derniers chiffres, c'est quand même l'Europe qui est gagnante actuellement. C'est 19% de plus d'importation de fromage ici. Est-ce qu'il y a comme des branches de l'agriculture française qui vont être gagnantes, comme les producteurs de lait vont être gagnants dans le CETA en fait? Bah voilà, oui, le lait, la viticulture, bah voilà, sont des secteurs qui potentiellement étaient. Alors sur le fromage, ça a l'air de bien marcher. Voilà, il faudrait qu'on regarde en fonction des pays d'Europe d'où ça vient, savoir voilà, si est-ce que c'est les Allemands, est-ce que c'est les Français avec leur super bon fromage. Enfin voilà, c'est ça qui est important de voir. Et nous derrière, voilà, la partie où nous on craignait le plus, c'était la viande bovine, et puis sur la partie céréales. Enfin, voilà, alors la viande bovine, de ce côté-ci, on nous dit, quand on pose la question, de ce côté-ci, au Canada, on dit, ouais, vous inquiétez pas, il y a juste 60 fermes qui sont homologuées, sans hormones. Donc, bon, est-ce que c'est vrai que vous recevez juste du bœuf sans hormones Ouais, bah, nous, c'était aussi notre volonté parce que nos agriculteurs, enfin nos producteurs et éleveurs français ont un cahier des charges strict et c'est ce qu'on voulait. Et aussi pour vous, ce qui est normal, c'est d'avoir les mêmes standards de qualité. Enfin, voilà, j'ai changé avec une productrice de lait de chèvre qui me disait voilà, on n'a pas du tout les mêmes standards. Enfin, voilà, nous, on fait, par exemple, en France, on a beaucoup de fromage au lait cru. Pas beaucoup de fromage au lait pasteurisé, donc du coup voilà, les normes sanitaires ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc nous c'est ce qu'on prône, c'est vraiment de se battre avec les mêmes règles, quoi, d'avoir une bataille loyale, de pouvoir commercer, et puis voilà, de faire sa différence sur le goût, enfin voilà, il y a des choses à avoir, et puis voilà, le Canadien, enfin le Québécois qui a envie de manger du fromage français, bah, qu'il puisse le faire s'il en avait envie, et inversement chez nous, quoi. Là, le CETA, c'est déjà parti. Enfin, c'est pas tout à fait finalisé au niveau des signatures, mais c'est déjà 90-17% en route. Le prochain gros traité, c'est Mercosur, qui va toucher l'Europe. Vous avez une position sur Mercosur? Ah oui, elle est claire et nette. Autant le CETA, toutes les filières, elles n'avaient pas forcément le même avis, mais là, unanimement, les filières agricoles sont contre le Mercosur. Et au début, le président Emmanuel Macron était plutôt pour, disait que c'était pas un si mauvais accord que ça, puis au final, ne le ratifiera pas. Donc c'est un accord qui ne devrait pas être ratifié. Et au vu de ce que vous avez aussi comme interrogation sur le Mercosur, je pense aussi que ça va être à nous aussi de se rapprocher de vous pour qu'on mène pas une fronde contre le Mercosur, mais peut-être aussi
voilà, vous aider, vous nous aider à trouver les éléments de langage pour dire ne déstabilisez pas les agriculteurs des différents pays, quoi. Donc, On va terminer quand même sur un point. Quand on a abordé les pesticides, on n'a pas parlé du glyphosate. ouais. Puis tout récemment, là, j'ai vu que, parce que le glyphosate en France, c'est le up and down. En fait, Ouais. un coup on l'enlève, un coup on le remet, un coup on l'enlève, un coup on le remet. Dernière nouvelle, 2021, je pense, en France, puis Ouais. 2023 en Allemagne. Ouais, en fait, il y a la Vous allez faire volonté, quoi? il y a la volonté européenne, c'était pour voilà, 2022-2023, il avait été homologué pour 5 ans. La France a dit, nous on fera 3, on fera toujours mieux que plus blanc que blanc. Il y a des situations dans lesquelles on a encore besoin du glyphosate, hein, sur le SMI direct. Est-ce qu'on peut penser concrètement que 2021 ou C'est pas ou même réalisable. 2023, c'est réalisable? Non, 2021, c'est pas réalisable. 2023, faut expertiser. On est en train de mettre des expérimentations sur le terrain. Ça va casser des systèmes complets d'exploitation qui captaient beaucoup de carbone, qui avaient une meilleure qualité de sol, enfin voilà, beaucoup plus de vers de terre, de choses comme ça. Donc en fait, on va déconstruire complètement ce qu'il y en a, ils ont mis 25, 30, 40 ans à mettre en place sur leur exploitation avec des vrais effets bénéfiques. Donc voilà, nous on est vraiment pour une étude au cas par cas avec voilà, peut-être des restrictions d'usage, de certains systèmes de culture. Ah, voilà, c'est la personne qui va labourer son champ, on considère que s'il met du glyphosate avant, il n'y a pas forcément de justification technique derrière. Voilà, donc c'est plutôt des choses comme ça que nous on fait valoir. Et voilà, les estimations qui ont été faites, c'est entre 50 et 150 euros de plus de charge à l'hectare pour l'agriculture française. Donc on n'a pas les moyens, on n'a pas ce luxe-là de pouvoir s'en passer d'un effet couperet comme ça. Qu'on ait une date butoir, qu'on essaye de trouver des solutions alternatives, oui, mais pas d'interdiction sans solution. Donc, Baptiste Gatouillat, merci beaucoup d'avoir pris ce temps, d'avoir quitté le congrès du Merci PA à vous. pour venir nous rencontrer. On vous libère, on vous retourne au congrès et on espère que vous prenez votre avion ce soir, que tout se passera bien et que vous reviendrez au Québec. Avec grand plaisir. Merci. Merci.